Blanche-Belle by Le Chevalier de Mailly. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Aldor. Blanche-Belle by Le Chevalier de Mailly. Lamberie, marquis de Montferrat, gouvernait ses États avec une grande prospérité. Tout lui réussissait à souhait. À la réserve d'un seul bien qu'il désirait passionnément, il possédait tout ce qui fait la félicité des hommes. Mais il n'avait jamais pu avoir d'enfant, dont la marquise, sa femme et lui étaient dans une grande affliction. La marquise avait entendu parler de la naissance de Romulus que l'Antiquité attribue à une simple conversation que Rhéa, sa mère, avait eue avec un sylphe. Elle souhaita 1000 fois une pareille aventure, et, de quelque manière que ce fût, elle désirait d'effacer la honte de n'avoir pu être mère. Un jour qu'elle était seule dans un cabinet de son jardin, ayant l'imagination pleine du pouvoir des sylphes, elle s'endormit, et fut occupée durant son sommeil d'un songe qui lui fit fort grand plaisir. Elle avait cru avoir passé une nuit fort agréable avec un sylphe beau comme l'amour. Et elle s'éveilla fortement persuadée qu'elle était grosse. Elle ne s'y trompa pas. Elle accoucha, 9 mois après, d'une fille qui parut, en naissant, d'une beauté merveilleuse. Comme les maris ont la bizarrerie de ne pas approuver que leurs femmes aient des conversations mystérieuses avec les sylphes eux-mêmes, la marquise tint son songe secret, et laissa le marquis se flatter d'être le père de cette charmante petite princesse qu'on nomma Blanche-Belle, parce qu'elle était l'un et l'autre. Elle devint en peu d'années la merveille des merveilles par sa beauté. Elle fut élevée avec tant de soin qu'on la vit bientôt l'admiration de tout le Montferrat, et le bruit s'étant répandu dans toute l'Italie qu'il n'y avait jamais eu une personne si parfaite, il n'y eut pas de potentat qui n'en prétendît faire la conquête. Outre tous les agréments qui la rendaient si désirable, elle tenait du sylphe à qui elle devait le jour un don d'un prix infini, car toutes les fois qu'en s'éveillant elle ouvrait les yeux, il lui sortait une perle de chacun, et la première parole qu'elle proférait chaque jour était accompagnée d'un rubis qui lui tombait de la bouche, ce qui était la source d'une richesse immense. Le marquis, sachant qu'elle avait un si beau moyen d'amasser de grands biens, devint fort difficile sur le choix du prince de qui elle serait la félicité. Il songea, avant que de s'en séparer, à se servir d'une si belle occasion de mettre sa maison dans un état bien florissant, et il amassa de si grands trésors que rien ne pouvait plus lui manquer dans le cours de sa vie. Cette précaution prudemment prise, il se détermina à examiner lequel de tous les princes qui prétendaient à Blanche-Belle était le plus digne de posséder tant de beauté et tant de grandeur. Il consulta même cette charmante fille qu'il aimait si tendrement, et, ayant appris qu'elle n'avait pas encore d'inclination au mariage, et qu'aucun de tous ceux qui avaient soupiré pour elle ne lui touchait le cœur, il ne se pressa pas de se déterminer, dans l'espérance qu'avec le mérite et les secrets admirables qu'elle avait, elle pourrait toujours choisir qui il lui plairait, quand le désir de s'engager lui serait venu. Elle était dans cet état de nonchalance, il y avait longtemps, lorsque le plus aimable prince que le soleil eût jamais éclairé parut à la cour de Casale. C'était Fernandin, roi de Naples, lequel, voulant visiter toutes les cours d'Italie, ayant commencé par Milan et étant venu de Milan à Casale, y borna toute sa curiosité. Aussitôt qu'il eut vu Blanche-Belle, tous ses projets se convertirent en celui de lui plaire. La princesse, de son côté, le trouva si aimable que le marquis lui ayant demandé ce qui lui en semblait, elle avoua franchement qu'elle ne serait pas fâchée qu'un prince de sa sorte voulût penser à elle, et elle déclara au marquis son père qu'elle serait toute prête d'obéir s'il lui commandait de l'écouter favorablement quand il lui ferait l'offre de son cœur. Le roi de Naples méditait dans ce même temps les moyens de se rendre agréable au marquis et à la princesse sa fille, et n'eut aucune peine à y réussir.
Les dispositions étaient si grandes de part et d'autre pour cette alliance qu'elle fut aussitôt conclue que proposée. Le mariage se célébra avec une grande pompe. Le marquis était satisfait d'avoir trouvé un grand roi pour gendre, et la princesse, sa fille, charmée du mérite du roi son époux, se croyait la plus heureuse personne du monde. Le roi voulut faire voir à ses sujets l'aimable princesse qui faisait son bonheur. Elle parut à Naples, toute brillante de sa beauté, et ses habits étaient des perles et des rubis dont ils étaient chamarrés partout. Le peuple, ébloui de tant d'éclat, allait jusqu'à l'adoration pour sa reine incomparable, et le roi était dans un contentement qu'on ne peut exprimer, de posséder, au milieu des applaudissements d'une grande ville, la plus aimable princesse qu'il y eût au monde. Mais, comme on n'a pas encore vu de bonheur éternel, il n'est pas surprenant que le sien ait été troublé. Le roi de Tunis, ayant appris que Fernandin était le maître d'un si rare trésor, résolut de le lui ravir. Ainsi, vivement touché par la relation qu'on lui avait faite de la beauté de la reine Blanche-Belle et du don qu'elle avait de produire tous les jours des perles et des rubis, il fit un grand armement pour faire la guerre à Fernandin, lequel, ayant autant de soin de conserver sa chère Blanche-Belle que sa couronne, l'envoya dans un château qu'il avait dans le fond des bois, et pria la reine, veuve du roi son père, et une fille qu'elle avait d'un premier mariage, de lui vouloir faire compagnie. Ce qu'elles s'accordèrent volontiers, étant fort aises d'avoir cette occasion d'exécuter un mauvais dessein qu'elles avaient médité contre la reine Blanche-Belle dès le premier jour qu'elle avait paru à Naples. Cette vieille reine la haïssait mortellement parce qu'elle occupait une place qu'elle avait prétendu faire remplir par sa fille, pour qui le roi Fernandin avait eu quelque bonne volonté pendant la vie du roi son père, jusqu'à lui avoir même fait espérer qu'il l'épouserait quand il serait roi. La vieille reine ni sa fille n'avaient fait aucune plainte de l'infidélité du roi, mais elle n'en était pas moins à craindre. Le roi devait avoir jugé qu'une haine dissimulée n'en est que plus dangereuse, et qu'une dame abandonnée pour une autre pardonne rarement l'affront qu'elle prétend qu'on lui a fait. L'aventure de Blanche-Belle en a été un fameux exemple. Aussitôt que la vieille reine eut cette charmante personne en sa disposition, dans un château où elle était la maîtresse, elle ne songea plus qu'à s'en défaire et à mettre sa fille en sa place. Mais comment faire pour tromper les yeux du roi et mettre la reine en lieu où il ne put jamais la retrouver? Car, toute méchante qu'était la vieille reine, elle ne le fut pas assez pour faire mourir une personne qui lui faisait tous les jours 1000 caresses, ou peut-être qu'elle ne voulait pas se rendre le roi irréconciliable s'il découvrait un jour la supercherie qu'elle lui faisait. Dans tous les embarras d'un si grand dessein, la vieille reine crut qu'elle ne pouvait mieux faire que de se servir du secours et du conseil d'une illustre fée, qui avait beaucoup contribué par son art à la faire reine, et avait toujours pris un soin particulier de ce qu'il avait regardé depuis son enfance. Ainsi, elle alla la trouver. La fée avait son palais dans l'endroit du bois le plus épais. La vieille reine y alla, ne menant que sa fille avec elle. Et, après avoir bien consulté, et pris de bonnes mesures, elle dit un jour à la reine Blanche-Belle qu'elle voulait la mener dans le plus beau lieu qu'elle eût jamais vu. C'était, disait-elle, une belle prairie entourée de canaux, où courait une si belle eau qu'elle faisait plaisir à voir, et ils étaient remplis de toutes sortes de poissons. Il y avait, à un bout de cette prairie, disait-elle encore, un château, où demeurait une de ses anciennes amies, qu'elle serait bien aise de connaître, et qu'on ne pouvait voir que chez elle, parce que, étant incommodée, elle ne sortait guère. Et, pour donner encore plus de curiosité à la jeune reine, elle lui dit que son amie était savante comme les fées, et qu'elle lui dirait, en voyant sa main, ce qui adviendrait de l'entreprise du roi de Tunis, et toutes les choses les plus considérables qui lui devaient arriver dans tout le cours de sa vie. Quelle curiosité n'a pas une jeune personne qui sait son mari, qu'elle aime tendrement, exposé aux événements incertains de la guerre, et en a-t-on vu quelqu'une qui néglige de savoir l'avenir? Ainsi, il n'est pas étonnant que la jeune reine se fût laissée séduire et menée dans un lieu où elle eût passé tristement sa vie, si le sylphe, qui avait présidé à sa naissance, n'eût eu le pouvoir de l'en retirer. Ce sylphe était fils d'une fée plus puissante que l'amie de la vieille reine, et qui n'avait jamais rien refusé au sylphe, le plus accompli de ses enfants. La vieille reine,